Poète et dramaturge s'évertuant à promouvoir la poésie contemporaine par divers médias, revues, radio et prenant à temps son propre périodique La Lettre de Jean de Pierre, jusqu'à maintenant tout est bien. Membre du conseil de la Maison de Poésie Fondation Émile Blémont, ce même Émile Blémont à qui un certain Arthur Rimbaud confia le manuscrit du poème Voyelle, si vous voulez où je veux en venir. Jean de Pierre est l'auteur d'une vaste épopée poétique regroupée dans un cycle intitulé Le Siège, paru en 2007 dans sa première mouture, mais qui a été révisé ultérieurement avec des ajouts. Ainsi que de tragédies en vers telles que Néron, Tristan et Iseut, ou encore, chez notre éditeur parrain L'Œil du Sphinx, Le Roi en jaune, d'après le recueil fantastique de Robert Chambers, dont Phil Marlin vous a également parlé. De fantastique, il est fortement question dans l'œuvre de Jean Hautepierre, puisqu'outre La Caverne, une revue consacrée au genre, on lui doit le récit Lovecraftien, pour y revenir, Les Hurlements de la Vallée Maudite, ou encore la traduction de Celui qui marchait dans les ténèbres de Clark Ashton Smith, l'un des plus éminents représentants de la galaxie Lovecraftienne, gravitant autour de l'auteur de Providence. Pardon, c'est celui qui marchait parmi les étoiles. Celui qui marchait parmi les étoiles, autant pour moi. Tout à fait. Et puis bien entendu, Jean Hautepierre est l'un des spécialistes français d'Edgar Poe, dont il a assuré une traduction intégrale des poèmes chez Public Book en 2008, et au sujet duquel il a rédigé une biographie dans la collection Qui suis-je, parue chez Pardès en 2012. Il va maintenant se pencher sur une vision rarement abordée lorsqu'on se penche sur l'œuvre de Poe, l'ésotérisme. Je garderai quelques minutes à la fin pour les questions, à supposer qu'il y en ait. Comme on va parler d'ésotérisme, il y en aura peut-être, parce que c'est un sujet qui soulève forcément des interrogations. Donc tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur l'ésotérisme. Le sujet d'Edgar Allan Poe et l'ésotérisme, c'est un sujet qui m'a été proposé initialement par Thibaut Canuti, que j'ai accepté avec enthousiasme. Alors certes, j'ai eu l'occasion déjà d'évoquer dans des articles, des conférences et dans Qui suis-je, qui a été mentionné, différents aspects qu'on peut relier au thème de l'ésotérisme dans l'œuvre d'Edgar Poe, mais le sujet Edgar Allan Poe et l'ésotérisme, dans les termes il est formulé, me permet d'apporter un éclairage nouveau en essayant cette fois-ci d'éclairer en profondeur l'œuvre de Poe en partant de la notion d'ésotérisme. Donc aujourd'hui, mon propos est moins d'apporter des éléments intégralement nouveaux, plutôt que d'apporter un point de vue nouveau, un point de vue sous l'angle spécifique de la notion d'ésotérisme, vu comme centre de mon exposé. Donc puisque je pars de l'ésotérisme, il convient tout d'abord de tenter de le définir. Alors c'est éminemment casse-cou, une telle définition ne peut être que contestable, j'en suis bien conscient, et on pourra la contester après que j'en aurai terminé tout à l'heure. Mais bon, en tout cas, il me faut bien. Donc ma proposition de définition, c'est de définir l'ésotérisme comme une recherche ou une connaissance secrète qui vise à dégager un sens caché, sous l'apparence extérieure du monde qui nous entoure ou sous l'apparence de certains symboles dont les non-initiés perçoivent que la signification purement immédiate. Donc une recherche de ce qui est derrière. L'ésotérisme se distingue tout d'abord, donc on va essayer de voir aussi ce que n'est pas l'ésotérisme. L'ésotérisme tout d'abord n'est pas la science. Bien sûr, la science vise à l'explication de ce qu'elle observe. Les lois qu'elle dégage sont souvent cachées au sein des phénomènes. Mais une fois que ces lois ont été découvertes, la science s'arrête. Elle ne dit rien de leur signification profonde. Ça n'est d'ailleurs pas sa mission. Un exemple auquel Edgar Poe s'est beaucoup intéressé, la gravitation, qui a été la première des grandes forces de la physique à faire l'objet d'une théorie de calcul mathématique. Bon, ça remonte à la fin du XVIIe siècle avec Newton, c'est très ancien. Pourtant, la nature profonde de la gravitation reste totalement inconnue, contrairement à celle des trois autres forces qui ont été détectées, à savoir la force électromagnétique, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, pour mémoire. Ce n'est pas par hasard que je cite cet exemple, parce qu'Edgar Poe a proposé dans son essai Eureka une explication, mais une véritable explication de ce qu'est la nature de la gravitation.
Ainsi encore, en ce qui concerne la distinction entre science et ésotérisme, il est troublant de constater que la valeur de la constante gravitationnelle à l'échelle de l'univers, donc c'est 6,70 pour mémoire, est comme par hasard une valeur qui s'est avérée compatible avec la formation d'une multiplicité de galaxies. Si la constante gravitationnelle avait été différente, l'univers serait demeuré un gigantesque nuage de plasma, comme au début, d'après ce que l'on pense, ou au contraire se serait contracté très peu de temps après le Big Bang, ce qui n'aurait absolument pas laissé le temps aux galaxies de se développer. Donc la science, et c'est sa mission, et c'est normal, ne fait que constater de tels faits, elle ne s'aventure pas au-delà. Ça représente de toute façon un effort intellectuel absolument admirable. L'ésotérisme, lui, est peut-être moins rigoureux, peut-être plus audacieux, en tout cas il s'interroge sur leur signification, en considérant que le monde et les lois physiques qui le régissent, au-delà du pur fait matériel qu'il pose, ont tout de même un sens caché, délivrant donc un message par le biais des analogies, des symboles, et puis de certains faits comme celui que je viens d'évoquer à propos de la constante gravitationnelle. En outre, l'ésotérisme accepte certaines données qui n'ont aucune source rationnelle, comme en mathématiques, non plus qu'aucune source expérimentale. L'ésotérisme peut se référer à un symbolisme dont les origines sont inconnues ou se perdent dans la nuit des temps. Un exemple, les lames du tarot. La signification des différents éléments de l'astrologie, donc les signes, les planètes, les maisons, la symbolique et les étapes de l'alchimie, la kabbale, les trigrammes et les hexagrammes du Yiking. Surtout ce symbolisme n'est pas un symbolisme mort, ce n'est pas une simple collection d'images et d'allégories, c'est quelque chose qui est porteur de sens, qui fournit une clé d'interprétation du réel, de façon très concrète en astrologie. Ça permet, à tort ou à raison, en tout cas c'est utilisé, ça permet d'effectuer des prédictions astrologiques. Cela étant, l'ésotérisme n'est pas non plus, je viens de parler de considérations non strictement rationnelles, l'ésotérisme n'est pas non plus une foi. S'il peut partir de données qui sont apparemment arbitraires, qui sont transmises par la tradition, on dit souvent la tradition avec un grand T, il ne part pas d'une révélation comme les trois religions qui sont dites du livre, il n'est pas une religion. Les données qu'utilise l'ésotérisme ne font pas une théologie et elles n'ont perduré jusqu'à aujourd'hui que parce que certaines personnes les considèrent comme pertinentes et considèrent qu'elles donnent, encore une fois, tort ou à raison, qu'elles donnent des résultats pertinents. Là encore, on a l'exemple de l'astrologie qui est peut-être le plus parlant. Les tarots peuvent l'être aussi. Donc des résultats pertinents quand elles sont maniées par des personnes qui ont bien sûr certaines aptitudes. Donc je citerai encore un exemple. Je tiens à faire ces quelques développements qui ne sont pas centrés sur Pau, mais pour bien situer la question. Donc par exemple, on a la loi de synchronicité, selon laquelle toutes les composantes du cosmos correspondent entre elles. C'est une loi qu'Edgar Poe évoque sur le mode plaisance dans les dernières pages d'Aventures sans pareil d'un certain Hans Pfaall, comme le rappelait Philippe il y a un instant, donc cette aventure d'un Hollandais qui s'en va sur la Lune. Donc citation d'Edgar Poe. J'ai beaucoup à dire sur l'incompréhensible rapport qui unit chaque citoyen de la Lune à un citoyen du globe terrestre. Fin de citation. Donc c'est premier élément sur l'ésotérisme qu'on peut trouver dans l'œuvre de Poe, c'est une citation qui évoque directement la loi de synchronicité. Donc c'est une loi qui a des conséquences pratiques importantes puisqu'elle est la principale justification théorique de la voyance, et en particulier de l'astrologie. Puisque les événements que nous vivons ont une correspondance dans les astres, nous pouvons y lire notre avenir selon les partisans de l'astrologie. Pour quelle raison? Non pas parce que les astres nous influenceraient, mais parce que leurs mouvements seraient en harmonie avec les destinées humaines. Comme les mouvements des astres sont prévisibles, grâce à eux, il est donc possible, dans une certaine mesure, de prévoir notre avenir. Et d'un point de vue plus essentiel, cette loi de synchronicité dit l'unité profonde entre la créature et son créateur, entre l'homme et Dieu, ou la force, ou les forces qui sont à l'origine de l'univers. Bon, l'ésotérisme, toujours en creux, n'est pas non plus une philosophie. Même si la distinction moins de soi que celle qu'on peut faire avec la science et la foi, contrairement en effet à la philosophie, en tout cas depuis Socrate, à partir duquel la philosophie devient discursive, c'est essentiellement une série de raisonnements. L'ésotérisme ne sont pas uniquement sur la démonstration, donc sur le logos, comme le disaient les Grecs, mais aussi sur un enseignement traditionnel
comme le souligne un texte alchimique alexandrin, donc de l'alchimie alexandrine, qui était très développée dans cette ville égyptienne dans l'Antiquité. Je cite: « Cette science et sagesse des choses les plus excellentes est issue du fond des âges. Nul maître ne l'a produite, elle est autonome et elle est immatérielle. » Fin de citation. Il y a bien raisonnement et usage de la raison, mais dans l'ésotérisme, la raison, et encore une fois, tout ça est sujet à controverse, bien entendu, mais dans l'ésotérisme, dans ce mode de pensée et d'action, la raison est remise à sa place, comme le remarque Pierre Giffard dans un ouvrage sur l'ésotérisme, dans la collection Bouquins. Je cite: « Les ésotéristes n'ont jamais nié la raison, ils l'ont simplement située, c'est-à-dire classée comme une méthode pour un domaine. » Fin de citation. Alors on peut le dire d'emblée, Poe n'est pas un auteur de l'ésotérisme, mais son œuvre contient, il n'est pas un occultiste, il n'écrit pas sur l'occultisme, mais son œuvre contient des références ésotériques, et plus profondément encore, et ce sera le cœur de mon propos, un soubassement ésotérique. Dans son essai de l'art du conte, Edgar Poe évoquait la notion de courant souterrain, qui est très importante. Je le cite à nouveau. « Le sens suggéré est incorporé au sens clair. Y formant un courant souterrain des plus profonds, ne se mêlant jamais au courant de surface, contre notre gré, ne se montrant point à moins d'être appelé à la surface. » Fin de citation. Cette notion de courant souterrain n'a pas été davantage expliquée par Edgar Poe, mais elle est capitale pour déceler les grandes orientations qui se trouvent dans son œuvre, sans avoir véritablement de caractère explicite. Elles correspondent à un courant souterrain. Cette méthode littéraire du courant souterrain constitue en elle-même une démarche d'inspiration ésotérique, puisqu'elle a bien recours à un sens caché. Poe, d'ailleurs, qui n'était absolument pas un occultiste, qui n'est guère cité dans la littérature qui traite de l'ésotérisme, également sans doute parce que longtemps il a été considéré comme un auteur écrivant surtout pour les jeunes, pour les adolescents, étant même tant qu'à faire lui-même un peu immature, d'où l'absence de recherche de sens caché dans son œuvre, malgré ce que Poe a dit lui-même, comme je le citais tout à l'heure. Son œuvre a longtemps fait l'objet d'interprétations qui pouvaient être érudites, mais qui restaient superficielles quant au sens profond de celle-ci, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Une raison étant aussi qu'on peut faire beaucoup de reproches au XXe siècle, mais surtout dans sa seconde moitié, il a été tout de même un grand siècle critique, un grand siècle de critique universitaire. Donc après ces aperçus sur l'ésotérisme, qui, j'en suis conscient, sont hautement contestables, j'en viens maintenant à la vie d'Edgar Poe. Pourquoi ? Parce que on va se rendre compte que c'est la vie d'un journaliste vivant dans la difficulté plutôt qu'un occultiste. Sa créativité s'est déployée dans des domaines très divers, en donnant une orientation nouvelle à la poésie de langue anglaise mais aussi française, puisqu'il a une influence très forte sur les poètes et sur les auteurs français, notamment en particulier sur les poètes. Il a renouvelé radicalement, le récit fantastique existait avant lui, mais il l'a renouvelé radicalement. Il a créé le roman policier avec le personnage du chevalier détective Dupin. Il a développé une cosmologie de l'univers dans Eureka, donc essai philosophique et cosmologique, qui reste encore aujourd'hui méconnu. Donc c'est une multiplicité qui caractérise l'œuvre d'Edgar Poe. C'est sans doute cette multiplicité qui a été une raison de son influence qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui sous des formes très diverses. Cela étant, donc dans une œuvre aussi multiforme, Poe n'aborde pas de manière explicite des thèmes ésotériques ou alors de façon exceptionnelle, comme dans l'histoire de von Kempelen sur l'alchimie, et l'alchimie est présentée d'une façon vraiment journalistique dans ce récit, de façon très terre-à-terre. Alors qu'en a-t-il été de l'ésotérisme dans sa vie ? Poe a donc été orphelin depuis sa première enfance, il a été recueilli par Alan. Bon, je vais passer rapidement puisque Philippe en a parlé. Il s'est brouillé très jeune avec son tuteur Alan, il a dû faire seul face aux difficultés de la vie en exerçant toutes sortes de métiers, mais sans jamais vraiment sortir de la gêne. Donc soldat, élève officier, journaliste, entrepreneur de presse. La mort de sa jeune femme Virginia, qui était aussi sa cousine, lui a apporté un coup fatal. L'a poussé à certains excès alcooliques qui marquent son œuvre de façon décisive. En tout cas,
et je vais davantage m'appesantir sur ces éléments parce que là on entre dans l'inconnu, sans qu'il soit forcément question d'ésotérisme. Il y a dans la vie d'Edgar Poe 2 épisodes mystérieux. Le plus connu, c'est celui de sa mort en 1849, à 40 ans. Très probablement, on l'a retrouvé dans le caniveau, allongé dans la rue Ivre, le 3 octobre 1849. Il a agonisé pendant 15 jours. Il a probablement été victime de rabatteurs électoraux qui l'ont enivré et drogué. C'était courant à l'époque, pendant les élections aux États-Unis, pour le faire voter plusieurs fois sous fausse identité. Il n'en reste beaucoup d'indices permettent de penser, de considérer que cette hypothèse est la plus probable. Mais il n'en reste pas moins un mystère quant aux circonstances de sa mort, qui a donné un prétexte aux fictions les plus insolites. Donc il y a eu, voilà quelques années, The Raven, film de James McTagg, également L'ombre d'Edgar Poe de Matthew Pearl, qui est un best-seller, qu'on peut apprécier ou pas apprécier, mais en tout cas qui a eu beaucoup de succès. Le second épisode, mystérieux dans la vie d'Edgar Poe, est moins connu, beaucoup moins connu, mais il est peut-être plus prometteur en termes d'ésotérisme, en termes de mystère, parce qu'il correspond à un large vide dans ce que nous connaissons du calendrier de l'écrivain. Poe a prétendu avoir fait un voyage en Europe dans les années 1827 à 1829 pour combattre aux côtés de l'insurrection grecque. Il avait d'ailleurs envisagé de se rendre en Pologne pour aider les insurgés polonais, mais de toute façon, il a vite été trop tard. L'insurrection a été très rapidement écrasée par les Russes et Edgar Poe, de toute façon, n'aurait pas eu le temps matériel de le faire. Bon, de toute façon, on sait qu'aux dates de 1827 à 29, Poe se trouvait aux États-Unis. Et pourquoi a-t-il imaginé ce récit? Parce qu'il avait un caractère fantasque, soit, mais aussi très concrètement, parce qu'il voulait dissimuler que pendant cette période, donc ceci c'était quand il était à West Point, après 1829, il voulait dissimuler à ses condisciples qu'il avait été soldat du rang, parce qu'à West Point il était mal vu d'avoir été avant soldat du rang, puis ensuite élève officier. Donc ça c'est une légende qui est fausse, qui a été forgée par Poe. En revanche, on dispose d'éléments assez précis sur les faits et gestes d'Edgar Poe qui sont consignés dans un ouvrage de référence pour les personnes qui écrivent des ouvrages sur Edgar Poe, les universitaires, les étudiants. C'est le Poe-log, dans lequel on trouve par exemple les factures de restaurant, les achats de vêtements, Poe était à l'endroit tel jour, on a vraiment beaucoup de choses, quasiment toutes les traces qui ont pu être retrouvées. Et pendant quelques mois de 1832, on perd la trace d'Edgar Poe. Ça ne veut pas dire du tout qu'il était en Europe, mais en tout cas, on ne peut pas prouver, on ne peut pas dire de façon certaine qu'il était bien aux États-Unis. D'autre part, il est troublant de remarquer que suivant une lettre qui a été découverte en 1929, ou qui aurait été découverte en 1929 et qui a été attribuée à Alexandre Dumas, lettre qui a aujourd'hui disparu, Dumas aurait hébergé Edgar Poe pendant un séjour que ce dernier aurait fait à Paris en 1832. En général, les biographes d'Edgar Poe tiennent cette version pour un canular, peut-être monté par Alexandre Dumas lui-même, puisque cette lettre a disparu, mais on aurait dû l'examiner en 1929, on ne l'a pas fait pour des raisons que j'ignore. En tout cas, on n'a jamais prouvé l'inauthenticité de cette lettre. Les rares partisans, dont je ne suis pas, de la thèse du séjour d'Edgar Poe à Paris à cette époque, considèrent que Poe aurait fait partie d'un réseau d'agents secrets qui visait à promouvoir des révolutions libérales en Europe. D'où ses relations avec Dumas qui a été secrétaire des Beaux-Arts, secrétaire d'État aux Beaux-Arts de la République de Naples pendant l'insurrection italienne. Des années après, Dumas a été introduit dans ces milieux. Et au-delà, les partisans de cette version de la biographie d'Edgar Poe considèrent qu'il voit aussi une explication des circonstances de sa mort en considérant qu'il serait mort assassiné 17 ans plus tard en raison de ses activités secrètes. Donc on en revient au premier mystère biographique. Et donc cette version qui est hypothétique, qui est extrêmement peu probable, a aussi l'avantage un peu romanesque d'expliquer aussi les circonstances de la mort d'Edgar Poe. Cela étant, il est beaucoup plus probable qu'en 1832, Poe a consacré son énergie en véritable autodidacte très travailleur à compléter la formation qu'il avait reçue pendant ses très courtes études
un seul semestre universitaire à Charlottesville, s'enfermant dans sa chambre, à la bibliothèque, lisant énormément pour acquérir le fond de connaissances utile au type d'œuvre qu'il envisageait. Donc, voilà une vie qui, à part des 2 épisodes incertains et des lectures, et là, pour le coup, il est certain que Poe a lu des auteurs ésotériques et des occultistes, mais donc une vie qui n'a pas été orientée directement vers l'occultisme, vers l'ésotérisme, mais plutôt vers le journalisme et la création littéraire, et totalement d'ailleurs vers le journalisme et la création littéraire. Bon, je vais maintenant évoquer en quoi l'œuvre de Poe a tout de même des liens directs avec l'ésotérisme. Je vais commencer par ce qui s'y prête le mieux, à savoir les éléments qui, dans son œuvre, évoquent l'ésotérisme, même si c'est généralement, donc en vertu de la théorie du courant souterrain, qu'il a lui-même même pas vraiment développé et évoqué. Donc ces aspects dans lesquels, les aspects de l'œuvre de Poe qui abordent l'ésotérisme, l'abordent généralement d'une façon voilée. Ensuite, j'exposerai en quoi son œuvre, non seulement par ses sujets, donc qui peuvent être très indirectement ésotériques, j'exposerai en quoi son œuvre est ésotérique également par la méthode intellectuelle qui est la sienne. Donc tout d'abord, l'ésotérisme proprement dit dans l'œuvre d'Edgar Poe. Je vais commencer par l'usage d'Edgar Poe de certains termes évocateurs de l'Orient, qui pourraient, au-delà de la recherche du pittoresque, introduire à une autre vision du monde. Une allusion à l'ésotérisme qui aurait été mieux conservée en Orient qu'en Occident, parce qu'il est demeuré au cœur des religions orientales, alors qu'en Occident il s'est beaucoup amenuisé après l'extinction du paganisme. Et cette allusion aux religions orientales, on en trouve un écho dans la cosmogonie de Reka, dont je parlerai à la fin de mon exposé. On a également l'Aïden, que Poe présente comme un terme arabe signifiant le paradis, un terme qui est mentionné dans le Corbeau, qui est mentionné aussi dans la conversation d'Eiros et Charmion. Ce terme indique en fait pas véritablement le paradis, mais un lieu où les 2 protagonistes trouvent après leur mort, qui est un lieu relativement neutre. Et on peut y voir, Poe ne l'explique pas véritablement, on peut y voir la volonté de distinguer l'Aïden, ce qui vient après la mort, de l'Éden, qui est le paradis perdu, Adam et Ève, bien sûr. On a également, non pas une mention, mais un univers qui est très proche de ce que Poe désignera comme l'Aïden dans ces 2 textes que j'ai cités. On l'a dans son long poème de jeunesse Al-Araf, Poe précisant d'ailleurs que, je cite, pour les Arabes, Al-Araf est un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer, où les hommes ne subissent aucun châtiment, sans cependant parvenir à ce bonheur calme et sans trouble qu'il suppose caractéristique de la joie céleste. Fin de citation. Edgar Poe mentionne également des noms d'auteurs et d'ouvrages ésotériques, comme Robert Fred, par exemple, comme pour poser un indice qui signifie qu'il veut aller au-delà du romantisme noir, du roman gothique de son époque. Donc, dans un texte qui est très net, Edgar Poe cite des œuvres ésotériques, comme pour dire, attendez, je vous donne un indice pour vous montrer qu'en réalité, je vais au-delà, même si je vous donne l'impression de vous présenter un récit fantastique, sensationnel, qui vise à vous distraire, je vais peut-être un petit peu plus loin. Donc au-delà de ces mentions qui sont plutôt explicites, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, elles sont quand même très ponctuelles dans l'œuvre de Poe. On a des références beaucoup plus nombreuses dans son œuvre, mais de manière indirecte. Alors parmi toutes ces références, on est obligé de faire des interprétations et certaines peuvent être considérées comme un peu acrobatiques. Une fois qu'on cherche des interprétations, on peut aussi trouver des surinterprétations, c'est facilement un peu délicat. Cela étant, Edgar Poe, avec la notion de courant souterrain dont j'ai parlé au début, nous engage tout de même à une démarche interprétative de son œuvre. Ainsi, je vais donner un exemple qui est marquant parce qu'il porte sur le titre même des histoires extraordinaires. Typique de l'œuvre d'Edgar Poe est la mention de l'arabesque. Il a mentionné
dans le titre des histoires extraordinaires, en anglais Tales of the Grotesque and the Arabesque, histoire du grotesque et de l'arabesque, il utilise ce mot avec une majuscule. De cette manière, donc, je disais au départ qu'on est maintenant dans le domaine des interprétations pures, mais en utilisant une arabesque, Poe pourrait indiquer qu'il utilise ce mot, qui n'est tout de même pas très courant, ni en anglais ni en français, qu'il l'utilise avec un sens caché. Et en effet, on connaît le sens le plus courant de l'arabesque, mais c'est aussi une figure de danse. Une figure de danse qui présente un corps disloqué. Et bien cette figure de danse, on la retrouve. Alors bien sûr, ça n'est pas dans des circonstances où il y a véritablement une danse, mais on la retrouve dans l'œuvre de Poe. Et je donnerai des exemples après, mais elle se rapproche de celle du pendu dans le jeu de tarot. Ce personnage qui est pendu par un pied, il a un autre pied plié derrière lui, il a les mains dans le dos. Et bien cette figure du pendu est considérée par les spécialistes du tarot comme un symbole de responsabilité, de réflexion, d'impossibilité à agir évidemment, de purification par la souffrance, de renversement des valeurs communes. Bon, des aspects qu'on trouve plus ou moins dans la biographie et dans l'œuvre d'Edgar Poe, et plutôt plus que moins. C'est aussi une lame du tarot qui est la seule à se présenter la tête en bas. Donc, on peut aussi voir une allusion à la table d'émeraude. Ce qui est, donc je cite, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc c'est une figure, et là j'en viens aux exemples dans l'œuvre de Poe. Et bien cette figure de l'arabesque, cette figure du pendu, on la trouve encore une fois dans l'aventure de Hans Pfaall, où Hans Pfaall se trouve dans cette position, il est accroché à la nacelle du ballon, et décrit dans le ciel une trajectoire un peu erratique. Et là, donc interprétation peut-être un peu tirée par les cheveux, mais qu'il est quand même tentant de faire, Hans Pfaall fait se rejoindre les deux sens du terme arabesque, puisqu'il est dans cette position qui correspond à la figure de danse et à la figure du pendu, et par les mouvements qu'il décrit dans le ciel, avec son propre corps, il dessine une arabesque. Donc, Odile Joguin a recensé dans l'œuvre de Poe de nombreuses allusions qui sont trop nombreuses et trop cohérentes pour être fortuites. On peut contester tel ou tel exemple, telle ou telle interprétation. Encore une fois, on a quelquefois dans ce type de recherche tendance à surinterpréter, mais il y a tout de même trop d'éléments qui vont dans le même sens pour que tout cela soit fortuit. Donc elle voit des allusions aux symboles gnostiques, maçonniques, en termes de symboles maçonniques. On peut voir par exemple, c'est une des scènes les plus marquantes des récits d'Edgar Poe, la scène du tourbillon dans une descente dans le Maelstrom, où d'un côté on a le tourbillon qui dessine un cône qu'on peut rapprocher de l'équerre maçonnique, et d'un autre côté on a l'éclairage de la lune sur le tourbillon qui dessine également un cône, et un cône avec un angle de 45 degrés. L'angle est donné précisément par Edgar Poe, qui peut évidemment faire penser au compas maçonnique. Donc on a aussi des allusions alchimiques, au-delà de l'histoire de von Kempelen qui centre explicitement sur l'alchimie. On a des allusions sur lesquelles je vais revenir dans un instant. On a également des allusions aux arcanes du tarot, à la géométrie sacrée, à la philosophie. Donc pour plus de précision, je vous recommande l'ouvrage d'Odile Joguin qui est disponible aujourd'hui. Au sujet de l'alchimie, je vais développer un petit peu plus, parce que là c'est extrêmement net quand on prend connaissance de deux études qui ont été faites par Barton et Lily Saint-Armand au début des années 1970. Barton et Lily Saint-Armand montrent avec beaucoup de rigueur la nature d'allégorie alchimique de deux récits d'Edgar Poe. On trouve d'autres allusions alchimiques dans son œuvre, mais dans ces deux récits c'est particulièrement net. Deux récits, à savoir le Scarabée d'or et la chute de la maison Usher. Dans ce dernier, d'ailleurs, Usher qui signifie l'huissier, est donc celui qui introduit aux grandes œuvres. Donc un exemple de trait alchimique assez net dans la chute de la maison Usher.
le rapprochement final entre le frère et la sœur, donc entre le mâle et la femelle dans la tradition alchimique. On a aussi la mention, et ça c'est particulièrement net parce que c'est très précis, on a la mention du couloir tapissé de cuivre sur une gravure qui est accrochée dans la demeure de Roderick Usher. Eh bien, c'est exactement la description d'une gravure alchimique qui a été retrouvée par Barton Lewis Saint-Armand, qui est d'ailleurs assez connu, qui se trouve dans un traité d'alchimie, dans un ouvrage comportant des illustrations sur l'alchimie de Michel Mayer, qui date du XVIIe siècle. On a aussi dans l'Igéia, même si le récit est moins systématique du point de vue alchimique, on a aussi la description de la chambre, qu'Odile Jougain considère comme étant une chambre à Thanor, donc un lieu dans lequel le personnage de la morte va se transmuer et revivre. Et en effet, la longue description de la chambre peut faire penser à la description d'un Thanor alchimique avec une ouverture unique, avec des gouttes rouges qui se déversent comme venues de nulle part. On ne sait pas si c'est le récit d'un démon, on ne sait pas si c'est un récit fantastique. Ça, c'est une des grandes forces de l'art d'Edgar Poe. On ne sait pas si on est dans l'irruption de l'inconnu, de l'étrange, de l'irrationnel, ou si on se trouve dans les délires d'un fou. Donc là aussi, on a une illustration du courant souterrain. Quelle est la valeur du discours du narrateur? Mais en tout cas, au-delà de ces considérations, ou en deçà, on a encore une allusion éventuelle à l'alchimie. On peut aussi mentionner en matière d'interprétation et peut-être de surinterprétation. Alors j'ai quelques exemples de planches illustrées qui sont là, j'en ai aussi sur une clé USB, mais je pourrais montrer, je ne peux pas utiliser pour l'instant ma clé, mais je pourrais montrer des exemples de numérologiques à ceux qui le souhaiteront, je vais le document ici.